La grippe espagnole de 1918 est de loin la pire pandémie que l'homme a connue au cours de sa longue histoire. Sur une population totale estimée à 1,8 milliard d'habitants, en seulement 2 ans, le virus hautement contagieux et mortel de l'influenza H1N1 a infecté en 3 vagues successives 500 millions de personnes, soit 25 à 30% de la population mondiale. Il a fait, selon les estimations, entre 40 et 100 millions de victimes à travers le monde. En seulement quelques mois, ce virus a fait à lui seul entre 5 et 10 fois plus de victimes que la Première Guerre mondiale qui venait de finir. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui montrent à quel point un nouveau virus peut faire des ravages dans une population non immunisée. Pourquoi la pandémie de grippe espagnole a-t-elle été aussi meurtrière? Quelle est son origine? Que nous apprend-elle sur les pandémies actuelles et futures? Comment ce virus a-t-il pu être aussi pathogène et létal? Pourquoi, contrairement aux autres virus grippaux, le virus H1N1 tue-t-il surtout des jeunes adultes? Devons-nous avoir peur d'un retour de pandémie de virus de grippe aussi meurtrier au XXIe siècle? Avec tous nos outils modernes, sommes-nous vraiment prêts à y faire face? Faisons un retour historique pour mieux comprendre les circonstances de déclenchement de la pandémie la plus meurtrière que l'humanité a connue. En 1918, la Première Guerre mondiale était sur le point de se terminer. La situation sanitaire était catastrophique aussi bien dans les terrains de bataille, les camps militaires que dans les hôpitaux. Patrick Bresch, dans son livre « Faut-il avoir peur de la grippe? Histoire des pandémies », situe le début de la pandémie dans un camp d'entraînement des troupes américaines au Kansas aux États-Unis, où les premiers cas de grippe sont signalés chez les milliers de soldats qui s'apprêtaient à embarquer au mois de mars par train puis par bateau pour combattre en Europe. Au début, malgré son extrême contagiosité, cette nouvelle grippe ne tuait que 2 personnes sur 1000, soit approximativement 2 fois plus qu'une grippe normale. Les premiers cas ont été signalés en Bretagne, en France, au mois d'avril 1918. Quelques jours plus tard, plus de 2000 cas sont déclarés quotidiennement. Mais à cause des conditions de la guerre, par peur de démoraliser les troupes, il n'y avait aucune mention de la pandémie dans les journaux des pays en guerre. Seule l'Espagne, pays qui était neutre à ce moment-là, commençait à en parler. La grippe a infecté plus de 8 millions d'Espagnols. Cette première vague était relativement bénigne et finit par se calmer en été 1918. Mais le peu de cas qui circulaient devenait de plus en plus grave et meurtrier. En août-septembre, c'est le début de la seconde vague qui provoqua une hécatombe parmi les soldats, les marins et la population en général. Contrairement aux grippes ordinaires qui touchaient normalement les personnes âgées et les bébés, plus de 50% des victimes de la grippe espagnole sont des adultes de 20 à 40 ans. Ce sont les travailleurs et les parents qui, par milliers, sont les plus fauchés par ce virus. Les historiens estiment que rien qu'en Inde, le pays le plus touché par la pandémie, 20 millions de personnes en meurent. À Paris, c'est au moins 300 personnes qui meurent chaque jour durant la dernière semaine du mois d'octobre. Le nombre de morts est de 2 à 3 millions en Europe occidentale. Il s'ensuit une désorganisation de l'économie, du système de santé par manque de médecins et du personnel de santé qui sont eux-mêmes touchés et la paralysie des institutions. La grippe a fait énormément de victimes, mais les surinfections bactériennes ont aussi contribué au bilan astronomique de cette pandémie. Le terme influenza, souvent employé pour désigner la grippe, date de la découverte de la bactérie Haemophilus influenza au début de 1918 et qu'on considérait à tort comme responsable de la grippe. En 1918, la médecine était totalement désarmée contre ce virus H1N1 et ses complications. Il n'y avait ni vaccin, ni médicaments efficaces, ni même de système de réanimation pour lutter contre l'épidémie. C'est seulement en 1931 qu'un virologue américain, Richard Schaub, a pu isoler le virus de la grippe porcine. On a compris que ce n'est pas la bactérie l'agent infectant, mais des entités bien plus petites, les virus.
Ce n'est qu'en 1944 qu'on a pu élaborer le premier vaccin efficace contre la grippe. La mortalité pouvait survenir de deux manières. Soit le virus était foudroyant et attaquait directement les poumons des victimes, et elles décédaient en seulement 2 à 3 jours, ils finissent noyés dans leur propre fluide, soit le virus inhibe le système immunitaire des personnes infectées qui subissent une surinfection bactérienne et mourraient de pneumonie en moins de 10 jours. Les symptômes se manifestaient, comme toutes les autres grippes, par une forte fièvre, des maux de tête, courbatures et congestion nasale, mais en plus, ils présentaient des symptômes plus spécifiques, soit une forte toux, avec crachat de sang, détresse respiratoire, qui finit par un suffoquement, ainsi que des complications cardiaques et digestives. Les victimes présentaient aussi des saignements par le nez, les oreilles et les selles. En 1918, les médecins n'avaient en leur possession aucun antiviral ou antibiotique pour soulager les patients. Une troisième vague survient en été 1919, avant que le virus ne disparaisse définitivement, comme par enchantement. Malgré un taux de mortalité modéré, estimé de 2 à 4%, comparable à celui de la pandémie de Covid-19, un célèbre virologue des années 30 a estimé le nombre de personnes infectées par le virus de la grippe espagnole au cours des 3 vagues de 1918-1920 à 500 millions de personnes, soit approximativement 25 à 30% de la population totale du globe à ce moment-là. Donc ce virus, en plus d'être très mortel, était très contagieux. Pourquoi ce sont les adultes qui sont les plus touchés? Alors que la mortalité de la grippe saisonnière et des autres pandémies de grippe touche habituellement les personnes âgées, très jeunes enfants, la grippe espagnole, elle, a fait le plus grand nombre de victimes dans la tranche d'âge des jeunes enfants et des jeunes adultes de 15 à 40 ans. C'est la principale spécificité de la grippe espagnole. Selon une publication parue dans PNAS en 2014, pour expliquer le fait que la tranche d'âge 28-29 ans est la plus touchée, les chercheurs émettent l'hypothèse que ces personnes n'ont jamais été exposées au cours de leur vie au virus H1N1 responsable de cette pandémie, donc n'ont pas pu développer d'immunité contre ce virus. Par contre, les personnes plus âgées, elles, ont déjà été exposées à ce virus, ce qui a eu pour effet de les protéger au moment de la pandémie. L'autre hypothèse, que c'est cette tranche d'âge, 15-40 ans, qui a le plus été exposée au virus, puisque c'est la tranche d'âge qui a participé massivement à la Première Guerre mondiale. Mais, au final, ce ne sont que des hypothèses. La réponse à cette question reste encore une énigme. La courbe de mortalité en W, au lieu d'une courbe en U, reste un grand mystère. C'est le contraire qui s'est passé pour le virus H3N2 de la pandémie de la grippe de Hong Kong en 1968 et du virus H3N2 des grippes saisonnières. Dans ces deux cas, la majorité des victimes sont de très jeunes enfants et des personnes de plus de 65 ans, comme dans la plupart des autres pandémies virales. Le virus H1N1 a disparu aussi soudainement qu'il est apparu à la fin de l'année 1920 pour ne réapparaître qu'en 2009. L'épidémie de grippe de 2009 a été provoquée par un descendant direct du virus H1N1 de la grippe espagnole de 1918. De la même façon qu'en 1918, ce virus H1N1 de 2009 a surtout touché les personnes jeunes, tranche d'âge 35-55 ans, qui ont présenté une mortalité élevée et de plus grands cas de séjour en réanimation. L'hypothèse formulée pour expliquer cette courbe en W de la pandémie H1N1 de 2009 est que les personnes âgées ont déjà été confrontées à un virus de type H1N1 dans les années 50, donc ont acquis une certaine immunité. Mais où disparaissent les virus après une pandémie et dans quelles circonstances peuvent-ils devenir pandémiques? Pour répondre à ces questions fondamentales, il faut bien comprendre la biologie, la classification et la généalogie de ces virus de grippe. Les virus de l'influenza sont tous des virus ARN. Ils sont classés en 4 types A, B, C et D. Les virus de type C n'ont pas vraiment d'effet pathogène et ne provoquent que des grippes sans réelle gravité. Les virus de type D ont été découverts seulement en 2011 chez les porcs et les bovins américains. Seuls les virus de grippe de type A et B
provoque des épidémies de grippe annuelles. Le virus de type B, en dehors de quelques mammifères comme les phoques, les souches B infectent seulement l'homme et n'ont jamais provoqué de pandémie. Par contre, les virus de type A infectent l'homme, mais aussi les volailles, les porcs, les chevaux et d'autres mammifères. Il y a un grand nombre de ce type de virus de type A et B. Quand le virus de la grippe s'introduit dans le corps humain, généralement à travers le nez, la bouche ou les yeux, soit par inhalation, soit par le toucher avec les mains, il cible les cellules de voie respiratoire et des poumons. Le virus se fixe ensuite sur les récepteurs de la surface de la cellule, introduit son matériel génétique, puis détourne la machinerie cellulaire pour l'obliger à produire ses propres protéines et un grand nombre de virions, des petits virus, qui, lorsqu'ils atteignent un certain nombre, font éclater la cellule et la tuent pour sortir infecter d'autres cellules. Donc, pour pouvoir infecter un être humain, le virus a besoin de deux choses. Une protéine, une sorte de clé, qui va lui permettre d'ouvrir les récepteurs à la surface de la cellule. Cette clé, ou cette protéine, c'est l'hémagglutinine. Mais cela ne lui sert à rien d'entrer dans une cellule, de l'infecter et de s'y reproduire s'il ne peut pas en sortir. Donc, pour être efficace, il a besoin aussi d'une autre protéine, une enzyme, qui va lui permettre de détruire la surface de la cellule hôte, de l'intérieur, c'est la neuraminidase N. Ces deux substances sont essentielles au pouvoir infectieux d'un virus de la grippe. Les termes H et N du virus font référence au nom des protéines du virus. H pour l'hémagglutinine, N pour la neuraminidase. Ces deux protéines jouent un rôle très important dans l'infectiosité d'un virus. Le classement des virus A et B se fait selon le type de leur hémagglutinine, H1, H2 jusqu'à H18. Et chacun de ces types est divisé en plusieurs variants. Chez l'homme, on a le sous-type de grippe humaine H1N1 et H3N2. Mais il y a un très grand nombre de sous-types allant de H1 à H18 dans le réservoir animal, surtout chez les oiseaux et les chauves-souris. Chaque de ces 18 sous-types H peut être associé à un sous-type N1 à N11, ce qui donne un très grand nombre de combinaisons possibles. Ces différents virus du réservoir animal peuvent passer sporadiquement chez l'homme et déclencher des pandémies. L'ampleur de l'efficacité de l'hémagglutinine et de la neuraminidase définissent l'ampleur du pouvoir infectieux du virus de la grippe. Par exemple, l'efficacité du couple N et H était faible au début de la première vague de la grippe espagnole, puis le virus s'est adapté à l'hôte humain vers la fin de cette première vague, ce qui l'a rendu très meurtrier lors de la deuxième vague. C'est la pression immunitaire de leur hôte qui les oblige à muter constamment pour déjouer les défenses de l'organisme. En 1991, une équipe de chercheurs américains a pu en quelque sorte ressusciter le virus H1N1 de la grippe espagnole 70 ans plus tard. Un pathologiste américain a pu retrouver des fragments du virus de la grippe espagnole dans les poumons de corps gelés, encore suffisamment intacts dans le corps de 4 personnes mortes lors de la deuxième vague de la grippe de 1918, ce qui bien sûr a permis de bien les conserver. L'étude génétique de ces échantillons ont révélé de précieuses informations et ont permis de comprendre pourquoi ce virus est devenu aussi virulent. On a pu reconstituer la séquence complète de l'ARN du virus. Que nous apprend cette séquence sur la virulence et l'origine du virus? Il nous apprend qu'il s'agit bien d'un virus H1N1 très contagieux et très mortel. Comme pour d'autres pandémies, comme celle du dernier Covid-19, il s'agissait des nouvelles souches du virus jamais rencontrées par le système immunitaire de la plupart des individus auparavant. Mais comment cette pandémie a pu toucher le tiers de la population mondiale reste encore une grosse énigme. La structure du virus est très simple. Il est constitué de 8 fragments d'ARN séparés, entourés d'une membrane lipidique et protéique. Pour se reproduire,
Il s'introduit dans les cellules de son hôte, contrôle sa machinerie cellulaire, il l'oblige à synthétiser ses propres protéines qu'il est incapable de produire lui-même. Il l'oblige aussi à produire son propre ARN. Les nouveaux variants produits s'échappent alors de la cellule hôte et vont infecter d'autres cellules saines. Comme c'est un virus ARN à un seul brin, il n'y a aucun mécanisme pour corriger les erreurs qui peuvent se produire dans le matériel génétique. Le virus mute donc très vite. De plus, si deux souches de virus infectent en même temps une cellule, les segments ARN de ces deux souches peuvent se mélanger et produire des virus qui sont le résultat d'une combinaison de gènes de deux virus parents différents. Il se produit un réassortiment génétique. Une nouvelle souche de virus est née qui peut produire des pandémies qui peuvent être très mortelles pour l'homme et les autres animaux. Exposé aux protéines H et N du virus, le système immunitaire produit des anticorps spécifiques. La nature des anticorps isolés chez les personnes infectées permet d'identifier le virus. En 1918, c'était le virus H1N1. Après l'apparition d'une pandémie, le virus continue à faire des ravages dans les populations infectées jusqu'à ce qu'une majorité de personnes ait acquis une certaine immunité, soit naturelle par exposition au virus, soit artificielle par les vaccins. Mais bien sûr, en 1918, il n'y avait aucun vaccin. Dès qu'approximativement 70% des personnes aient acquis cette immunité, la barrière naturelle que constituent ces personnes empêche le virus de se propager et il disparaît aussi rapidement qu'il est apparu. Mais en réalité, il ne disparaît pas totalement. Comment expliquer cela? Comment des souches aussi virulentes peuvent-elles apparaître? Pour comprendre, les auteurs ont étudié les gènes du virus H1N1 de 1918 pour recréer son arbre phylogénétique. Cet arbre phylogénétique indique les relations de parenté entre les différents types de virus de grippe. La comparaison des segments de l'ARN du virus H1N1 de 1918 avec celui de différentes souches de virus aviaires, porcines et humaines montre que le virus H1N1 de 1918 est beaucoup plus proche du virus porcin et humain que du virus aviaire. Mais il avait quand même quelques caractéristiques génétiques du virus aviaire. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que ce virus était aviaire au début. Il s'est adapté aux mammifères et a infecté l'homme en passant par un autre intermédiaire porcin. Les porcs sont très sensibles aussi bien au virus aviaire qu'humain. L'analyse des segments de l'ARN du virus H1N1 de 1918 montre aussi que c'est l'ancêtre commun des virus H1N1 ultérieurs qui ont suivi depuis 1918. Pour comprendre pourquoi le virus H1N1 est devenu aussi virulent, il faudrait trouver des souches de virus de la première vague de 1918. Or, tous les individus sur lesquels ont été prélevés les échantillons sont décédés lors de la deuxième vague, la vague la plus meurtrière. De même, il faudrait retrouver des virus de grippe antérieurs à 1918 pour confirmer l'hypothèse que les personnes âgées étaient immunisées contre H1N1 parce qu'ils étaient déjà exposés à une souche très proche à leur jeune âge avant 1918. Le virus H1N1 de la grippe espagnole a disparu à la fin de la troisième vague, fin 1920, début 1921, mais des souches moins virulentes de H1N1 ont continué à circuler jusqu'en 1957, date à laquelle un autre virus, H2N2, a fait son apparition pour provoquer une autre pandémie, la pandémie de la grippe asiatique. En 1968, c'est un autre virus, H3N2, qui est apparu et qui a provoqué la pandémie de Hong Kong. En 2009, c'est encore H1N1, un descendant direct du virus de la grippe espagnole qui refait son apparition 90 ans plus tard. Comment cela est possible? Où va un virus quand il disparaît? En réalité, il ne disparaît pas totalement. Il retourne tout simplement dans le réservoir animal dont il est issu au début. Pendant la grippe espagnole, les hommes ont contaminé les porcs. Les contaminations ne vont pas simplement dans un sens, c'est-à-dire des animaux aux hommes, mais aussi des hommes aux animaux.
Depuis tout ce temps, le virus a continué à circuler chez les porcs et ce n'est qu'en 2009, quelque part au Mexique, probablement suite à un nouveau réassortiment avec un virus humain, que les porcs ont remis en circulation le virus H1N1, une souche descendante du même virus qui a provoqué tant de ravages en 1918. L'hémagglutinine HA du virus se lie au récepteur à la surface de la cellule de son hôte, cellule respiratoire chez les mammifères et cellule de l'intestin chez les oiseaux. La protéine Na, elle, permet au virus de s'échapper de la cellule de l'hôte et de partir infecter d'autres cellules. Si l'hôte a déjà été exposé à un virus du même type dans le passé, ces récepteurs interdisent à l'hémagglutinine du virus de s'y attacher. Donc l'hôte ne peut pas être réinfecté dans la majorité des cas par la même souche du virus. Mais l'extraordinaire facilité des virus à muter, à se réassortir avec d'autres virus qui infectent les oiseaux, fait en sorte que de nouvelles souches apparaissent très fréquemment. L'organisme de l'hôte doit constamment se réadapter pour lutter contre le virus. Une véritable course aux armements s'est engagée depuis toujours entre notre système immunitaire et les virus. C'est aussi la principale raison pour laquelle on est encore incapable jusqu'à ce jour de trouver un vaccin universel pour la grippe saisonnière. Le pire scénario possible serait l'émergence des nouvelles souches virales de grippe très contagieuses avec un R0 très élevé et un taux de mortalité avoisinant les 100%. Les deux virus de grippe aviaire, H5 et H7, sont extrêmement pathogènes et ont déjà provoqué des hécatombes chez les oiseaux avec un taux de mortalité supérieur à 90%. En 1983, un virus aviaire H5N2, probablement transmis par des oiseaux sauvages comme les canards aux volailles d'élevage aux États-Unis, a engendré une mortalité de plus de 90% chez les volailles domestiques. Pour limiter la propagation du virus et empêcher sa transmission à l'homme, on a dû sacrifier plus de 17 millions de volailles d'élevage. Le même scénario s'est produit à d'autres reprises, en Italie en 2001, avec la souche du virus aviaire H7N1 et avec le virus H5N2 au Mexique en 1995. À chaque fois, on a dû abattre des dizaines de millions de poulets et de dindes pour freiner l'épidémie. Une mutation et un réassortiment de ces virus aviaires hautement contagieux et mortels avec des virus de grippe humaine serait probablement un des pires scénarios catastrophes envisagés. Cela a déjà failli se produire à Hong Kong en 1997. Le virus aviaire H7N1, qui normalement n'affecte pas les humains, suite probablement à un contact prolongé avec des volailles d'élevage, à un patient zéro, a contaminé 18 personnes et a provoqué le décès de 30% d'entre eux. Ce virus est donc capable de franchir la barrière d'espèces et d'infecter un hôte humain. Jusqu'à maintenant, ce virus aviaire ne contamine que rarement les humains, mais le rythme de leur apparition augmente depuis 1997 en Europe, mais surtout en Asie. S'il subit des mutations et un réassortiment avec un virus humain, et s'il s'adapte à son nouveau hôte, cela pourrait constituer un des pires scénarios catastrophes. Il provoquerait des hécatombes chez les humains. Le souvenir de la pire pandémie que l'humanité a connue, malgré son bilan astronomique de victimes, a presque disparu de notre mémoire collective. Pourtant, dans le passé, il s'est produit en moyenne 2 à 3 pandémies majeures par siècle. Avec le développement des moyens de transport et des échanges commerciaux qui réduisent la planète à un simple petit village où les 7 milliards d'habitants vivent dans une promiscuité très favorable au déclenchement de pandémies majeures et meurtrières. La vitesse de propagation de coronavirus Covid-19 est là pour nous rappeler qu'en dépit de tous nos moyens technologiques modernes, on devra s'attendre à subir d'autres pandémies de virus grippaux et d'autres virus émergents dans un futur plus ou moins proche. Dans la course aux armements entre les virus et ceux qui se désignent comme hommes intelligents, les Homo sapiens, les virus, malgré leur extrême simplicité, auront toujours une longueur d'avance sur nous. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous pour rester à l'écoute. Merci de votre attention et à la prochaine.